Trajan a contribué à faire de Rome l'endroit le plus sophistiqué du monde. Une cité bénéficiant de toutes les techniques et notamment d'incroyables aqueducs. Les aqueducs représentent alors une véritable avancée technique. Ils permettent d'apporter une eau pure jusqu'aux demeures du million de citoyens romains. Des arches élégantes enjambant la campagne et d'incroyables tunnels en sous-sol permettaient de fournir chaque jour à la cité plus de 500 millions de mètres cubes d'eau potable. Cet incroyable système allait devenir la force vive de Rome et servir de modèle à toutes les villes qui suivront. Il faisait très chaud à Rome, tout comme aujourd'hui, et les empereurs ainsi que ceux qui étaient chargés des constructions veillaient à prévoir une alimentation adéquate en eau. Il y avait des fontaines pratiquement à chaque coin de rue et dans les patios des plus belles demeures. Les scientifiques romains, comme Vitruve, ont même analysé l'eau en la faisant bouillir afin d'analyser les résidus. Ils ont observé les effets de la contamination provenant de différents sols et ils ont étudié les végétaux attirés par l'eau comme le jonc, l'osier, l'aulne ou le roseau. Plus tard, sous le règne de Trajan, un département d'études complet sera créé sous la direction d'un ingénieur célèbre, Frontin. Frontin était l'hydraulicien de Trajan. C'était un homme extraordinairement méticuleux. Il a rédigé un ouvrage sur ses activités décrivant l'alimentation en eau de Rome qui nous fournit des détails qu'autrement nous ignorerions sur les aqueducs et leur fonctionnement. Depuis longtemps, il avait été établi que la meilleure eau ne venait pas du Tibre, mais des contreforts et des sources naturelles aux abords de Rome. Sous réserve de s'écouler depuis une hauteur suffisante, ces sources pouvaient être canalisées au moyen d'aqueducs jusque vers la cité en contrebas. L'expérience venant, les ingénieurs romains pourront venir à bout de tous les obstacles. Avec le temps, ils construiront un réseau de tunnels et d'aqueducs s'étirant sur plus de 400 km. Préalablement aux travaux, il fallait déterminer la pente de l'aqueduc à travers collines et vallées jusqu'à Rome. Avant que l'eau n'arrive dans l'aqueduc, elle devait traverser plusieurs bassins de décantation. Ici, l'écoulement était ralenti afin de permettre aux impuretés de se déposer. Sur la majeure partie de leur trajet, depuis les collines de Rome jusque dans la cité, sur des distances pouvant atteindre une douzaine de kilomètres, les aqueducs étaient enfermés dans des tunnels comme celui-ci, souvent creusés directement à travers les collines ou sous les villes et les villages. Ils étaient creusés à la main et tellement bien conçus qu'ils sont le seul service public de la Rome ancienne à être encore utilisé de nos jours. Pour construire les tunnels, les ingénieurs utilisaient une technique minière consistant à percer un puits vertical tous les 30 mètres en suivant la progression de la galerie à travers les collines. Ils pouvaient ainsi vérifier l'alignement avec précision en laissant descendre des fils à plomb. Mais lorsque l'aqueduc sortait de l'autre côté, la pente du terrain vers la cité était souvent trop forte. Pour maintenir la bonne déclivité, il fallait alors redresser la galerie en lui faisant prendre appui sur un mur de briques ou de pierres. Plus la pente à rattraper était forte, plus le mur s'élevait. Mais lorsqu'il dépassait 2 mètres, la construction devenait trop coûteuse. La solution consistait alors en une innovation architecturale que les Romains perfectionneront au fil du temps, l'arche. Nous avons là une arche romaine semi-circulaire, parfaitement standard, construite avec des pierres de taille. Sa portée est d'environ 5,50 m et l'ensemble de l'arche ne comporte pas plus d'une trentaine de grosses pierres. Les ingénieurs romains utilisaient un coffrage en planche au moyen duquel l'arche était assemblée. Lorsque les pierres étaient en place, ils ajoutaient du ciment et des moellons pour édifier la structure jusqu'en haut. Lorsque le closoir était en place, ils pouvaient alors dégager le coffrage et laisser tout le poids reposer sur l'arche, les contraintes se répartissant sur les différentes pierres jusqu'au sol. Et ils pouvaient alors finir la partie haute de l'aqueduc. Grâce à ces arches, les aqueducs pourront franchir les vallées. Mais avec le temps, ces arches perdent en stabilité. Les ingénieurs vont donc explorer différentes techniques pour les stabiliser. Lorsqu'un aqueduc traversait un fleuve, la base en était spécialement dessinée de manière à résister à la puissance du courant.
Mais lorsque les arches devenaient trop grandes, elles avaient tendance à vriller et à perdre leur stabilité. Les Romains vont donc limiter leur hauteur à 20 mètres environ. Pour conserver une déclivité adéquate, les aqueducs devaient parfois être encore plus hauts. Un deuxième étage d'arches était alors construit au-dessus du premier. L'un de ces aqueducs comportera même 3 étages, soit 55 mètres de haut. Une nouvelle avancée technique sera enregistrée lorsque les ingénieurs découvriront un ciment étanche pour revêtir le fond de la galerie. Un ciment obtenu à partir d'une cendre volcanique qui, mélangée à la chaux, devient un mortier capable de durcir même sous l'eau. Nous avons ici la galerie de l'aqueduc qui a permis d'amener l'eau à l'ancienne Rome. Elle est très large et permettait de fournir environ 150 000 mètres cubes d'eau par jour. Revêtue de chaux et de terre cuite, elle était étanche sur toute sa longueur. Mais pourquoi ces dépenses architecturales alors qu'une conduite d'eau aurait pu faire l'affaire? Les Romains auraient pu amener l'eau jusqu'à leur cité au moyen d'une canalisation courant à la surface du sol. Mais bien sûr, il y aurait eu des problèmes avec la pression intérieure. En transportant l'eau dans un aqueduc, dans une galerie, plutôt que dans une canalisation, les Romains pouvaient alimenter la ville aisément et rapidement avec une forme de construction relativement simple. Bien sûr, l'ensemble est couvert pour éviter l'évaporation et l'accumulation des saletés qui peuvent y être déposées par le vent. Les Romains avaient également compris qu'avec des canalisations enterrées, il était très difficile de détecter des ruptures et de les réparer. Les canalisations ne pouvaient être qu'en terre cuite. Les ingénieurs évitaient le plomb, qui était coûteux et dont ils connaissaient la toxicité. Ils savaient également que des sédiments s'accumulent dans les parties basses des canalisations, créant ainsi des points de pression supplémentaires. Le grand avantage des aqueducs, c'était leur facilité d'inspection et d'entretien. Les aqueducs pouvaient traverser les plaines facilement, mais les vallées encaissées et les dépressions posaient un véritable problème. Pour traverser, les ingénieurs vont donc construire une citerne de chaque côté, l'eau franchissant alors l'encaissement dans une canalisation et remontant la pente opposée sous l'effet de son poids. C'était le premier siphon inversé avec la gravité. Le canal partait de l'aqueduc, descendait dans la vallée et remontait vers un autre réservoir de l'autre côté où l'eau repassait dans l'aqueduc. Lorsque l'eau parvenait à Rome, elle remplissait 3 grands bassins de stockage. Le premier servait essentiellement aux usages publics, le deuxième aux bains, et le troisième était destiné aux luxueuses habitations privées qui payaient une taxe. L'argent recueilli auprès du secteur privé contribuait à subventionner le système public qui était prioritaire. La population avait toujours beaucoup d'eau.